Salut les amis, avant de faire une deuxième vidéo sur les forces de Tesla et les différents marchés qu'elle peut conquérir, j'aurais aimé qu'on ouvre le sujet des bornes de recharge électrique, puisque c'est une des raisons de la réticence de beaucoup de consommateurs à acheter ce type de véhicule. Je m'explique. Quand on demande aux gens pourquoi ils ne passent pas à l'électrique, ils nous indiquent en premier lieu le prix pour ce type de véhicule. En effet, quand on regarde le prix de la nouvelle ID3 tout électrique de Volkswagen, débutant à 30 000 euros sans l'aide de l'État, c'est un putain de billet. La deuxième raison, c'est l'autonomie des véhicules en situation réelle. On peut prendre en exemple la nouvelle E208 de chez Peugeot. Elle est annoncée avec 340 km WLTP. Moi, je divise par deux ce chiffre pour avoir la vraie autonomie. Et c'est plutôt juste à en croire la chaîne de l'automobile propre avec son test à 130 km/h sur l'autoroute. Alors oui, on peut me dire qu'elle n'est pas créée totalement pour ça, mais les gens attendent de se déplacer d'un point A à un point B, électrique ou thermique. Tout ça pour dire que ça devient vite la galère, et donc la recharge est logiquement un enjeu. Les premiers à vouloir créer quelque chose de grand a été la société Easyvia, filiale d'EDF à 100%, en lançant depuis 2016 pas loin de 217 bornes dans son réseau appelé Corridor à travers la France. Malheureusement, l'échec est cuisant, car le réseau, moins de 2 ans après, est totalement stoppé et le service arrêté. Le fabricant des bornes EVBox et la société Easyvia se rejettent la faute. L'échec, pour moi, est dû à l'un des bordels suivants. Mauvais choix du fournisseur, un suivi client prestataire déplorable ou, of course, bien sûr, les fonctionnaires. Pour cette filiale de l'État dont l'ambition ne doit pas être débordante. L'État a son pied dedans et ça, c'est jamais bon pour le business. C'est dommage car l'idée était bonne et logique, soutenue par l'UE et au bon timing. Mais maintenant, les bornes elles sont là, désertes, à attendre leur mort. En contrepartie de cet échec, il y a eu la création d'un conglomérat par les constructeurs, le réseau Unity, et il est actuellement le deuxième réseau de recharge derrière Tesla. Les bornes couvrent principalement les grands réseaux autoroutiers. L'alliance est principalement composée de marques allemandes, mais il reste ouvert encore aujourd'hui à tous les constructeurs souhaitant développer le réseau et permettre ainsi de réaliser les longs trajets facilement. Preuve est de constater que nos chers Français, PSA et Renault, ne font pas partie de cette alliance, et pour une raison que j'ignore. Dites-moi en commentaire si vous savez. Malheureusement, les conséquences pour le client ne faisant pas partie de l'alliance est une augmentation drastique du prix de la recharge à 0,79 euros la minute. Les clients ayant une voiture dans le consortium sont à 30 centimes la minute. Néanmoins, tout n'est pas clean dans l'histoire. En juillet 2020, avant le départ en vacances, pardi, Ionity gratte partout et par un petit tour de passe-passe change un prix par kilowatt en un prix par minute. Au calme. Au passage, cela favorise les derniers modèles les plus puissants techniquement, comme le Taycan, qui peut prendre jusqu'à 270 kW. Dommage pour la E208 qui peut en tirer max 100. L'enjeu des Français est Renault. Pour en venir à Renault encore, c'est à même penser s'ils ne souhaitent pas retarder le développement de l'électrique. Alors stratégiquement, ils ont voulu faire renaître la marque Alpine en 2016, même année de création de Unity. C'est beau, mais n'y aurait-il pas dû à la place créer ou développer une nouvelle marque électrique? Déplacer les achats et l'investissement en R&D d'Alpine vers l'électrique? Ne serait-il pas une erreur stratégique? Il est vrai que ce sont des voitures formidables, belles, de passionnés d'automobile. La division sport de Renault est incroyable, mais malheureusement, arrêtons tout ça et prenons la main tendue de l'État. Notre gouvernement, les visionnaires LOL prennent les devants et proposent un plan de relance axé sur l'énergie verte. Il est acté d'un montant de 30 milliards pour la transition écologique. L'argent est là, alors prenons-le pour l'utiliser à meilleur escient. Évitons de devenir une capitale polluée comme Pékin, dont leur objectif de résolution du problème n'est pas important mais prioritaire. Moi, je vous pose la question, qu'attendent les constructeurs pour prendre en charge ce défi et favoriser une décarbonisation de la planète? Leur rôle est trouvé, non? Pourquoi PSA et Renault ne vont pas se voir demain à l'Elysée? Ce défi n'a pas été réussi par une entreprise publique. Qu'attendent les entreprises pour créer conjointement, même si j'aime pas trop l'idée parce que ça avance jamais vite à plusieurs, de créer leur propre borne? Ils vont nous répondre que c'est pas leur métier? Ok, très bien, très bien. Pour moi, ils doivent augmenter leurs dépenses en CAPEX, CAD, la recherche et développement, pour ne pas louper le virage de l'électrique, dans ce changement profond d'environnement. C'est la destinée. On peut comprendre que Renault a beaucoup de difficultés en interne aujourd'hui, à en voir le cours divisé par 4. Les problèmes étaient déjà là avant la penderie. Mais quand même. Par contre, je pense que Renault a encore la main. Les ratios sont bons, sans être excellents dans ce secteur, la marge nette est faible, mais c'est possible. On peut voir encore un ratio de 3,61% en marge nette, à vous de voir. On peut aussi se dire qu'elle peut commencer sa transition par une acquisition externe, une OPA sur une société comme DBT par exemple, un fabricant de bornes si ce n'est pas sa spécialité.
Qu'est-ce qu'une entreprise de 1,3 million en capi par rapport à une entreprise du CAC 40? Je rappelle, la capitalisation est de plus de 13 milliards. Et même, elle pourrait directement se passer de ça et faire une alliance avec la société cotée ABB, pour l'instant fournisseur de bornes Unity, à plus de 350 kW en plus. Ou même, pourquoi pas, tout simplement les créer elle-même. Elle a bien créé des pièces d'aspirateur pour le Covid. Mais l'ambition, est-ce qu'elle est là? Prenons le cas des pétroliers maintenant, comme Total. On peut voir qu'ils commencent via leur réseau à proposer de l'électricité. Une borne par une borne à 50 kW. C'est merdique quoi, dans quelques stations autoroutières en plus. Mais finalement, est-ce que c'est dans leur intérêt? Parce que leur métier, c'est le raffinage, la production de pétrole, la pétrochimie. Veulent-ils de l'électricité? Ils choisissent déjà une techno dépassée. Moi, je me pose des questions. Et pour les concessionnaires alors dans tout ça? Bah effectivement, ça semble aussi compliqué de leur côté pour améliorer la croissance des bornes. Ils répondent que ce n'est pas leur métier, mais moi j'analyse leur réponse comme ça. Premièrement, avec l'électricité, les révisions sont quasi nulles. L'espace des révisions bien plus important qu'avec une thermique. Pire encore, les interventions sont très réduites. Quoi? Ajouter du lave-glace? Changer les pneus? Quoi d'autre? Les prix d'une révision élevée est donc difficilement justifiable. Et tant mieux, c'est fini les vidanges pour 220 balles. En fait, l'électricité, ça n'arrange pas tellement les concessionnaires finalement, qui se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume, car le service après-vente est limité dans le futur. Néanmoins, il y a peut-être un coup à jouer. L'ajout de bornes chez eux permettrait d'amener des clients en concession et de donner lieu à pourquoi pas des tests de nouveaux véhicules. Alors finalement, est-ce qu'on peut attendre un nouvel acteur à la Free pour bouleverser ce secteur? Peut-on s'attendre à un acteur externe? Y a-t-il un marché à prendre? Bah, ça semble compliqué et je vais énumérer les raisons. Je m'explique. Aujourd'hui, il existe des acteurs externes qui fournissent par exemple la liste des points de recharge. Mais ça, à mon sens, c'est que du service. Non, pour moi, les problèmes et les raisons, elles sont assez simples. De 1, c'est le coût de l'infrastructure et la rentabilité des bornes. Par exemple, d'une borne DBT. Mais si on prend cet article sur le coût de la rentabilité, elle serait de plus de 8 ans. C'est pas le meilleur rendement comme investissement si on n'intègre pas dans un service global pour diminuer les coûts. Pour un acteur totalement externe, la rentabilité par rapport à l'investissement serait trop faible selon moi. En plus de ça, on peut noter une modification rapide des bornes dans leur technologie, une obsolescence rapide qui ne participe pas à un investissement profitable. Combien de temps vont durer les bornes payées par Total? L'innovation radicale de la techno des batteries lithium est telle aujourd'hui qu'on peut vite passer de cassette à CD. On peut prendre par exemple la nouvelle Zoé qui prend 50 kW contre 100 pour la E208. Avant de finir la vidéo, j'aimerais vous dire selon moi qui est le plus grand gagnant dans l'histoire. Et ben, le grand gagnant dans l'histoire pour moi c'est bien sûr Tesla, qui a su intégrer très tôt ça dans sa chaîne de valeur en faisant de ce coup une force. Maintenant la vraie question c'est pourquoi les autres constructeurs ne suivent pas la voie de Tesla? N'hésitez pas à me répondre car ça reste une énigme pour moi et j'en ai du mal à dormir. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, mais surtout, soyez prudents. Merci.